Madame, Monsieur, bonsoir. Au menu de questions éco ce soir, la digitalisation du registre de commerce par voie électronique. Effective depuis le 3 septembre dernier, cette grande nouveauté tarde à se concrétiser sur le terrain. Pourquoi ce retard? Quels impacts sur le monde de l'entreprise? Quelles sont surtout ses modalités? Élément de réponse en compagnie du président du Cercle des fiscalistes du Maroc, Mohamedi Rachdi Liaqoubi. Il sera donc question de création d'entreprises, mais aussi de leur mortalité, phénomène désormais tristement appelé entreprise cadavre. Par ailleurs, pour tout savoir sur ce que prévoit la nouvelle loi cadre, ou la nouvelle loi plutôt sur la domiciliation de l'entreprise et les priorités de l'application de la loi cadre sur la fiscalité, restez avec nous. Bienvenue à tous. Madame, Monsieur, bonsoir. La digitalisation du registre de commerce par voie électronique est au menu de questions éco ce soir. Effective depuis le 3 septembre, cette grande nouveauté tarde à se concrétiser sur le terrain. Pourquoi ce retard? Quels impacts sur le monde de l'entreprise? Quelles sont surtout les modalités de ce grand changement? Élément de réponse en compagnie du président du Cercle des fiscalistes du Maroc, Mohamedi Rachdi Liaqoubi. Il sera donc question de création d'entreprises, mais pas que. Il s'agit aussi de leur mortalité, phénomène tristement appelé aujourd'hui entreprise cadavre. Par ailleurs, pour tout savoir sur ce que prévoit la nouvelle loi sur la domiciliation de l'entreprise et les priorités de l'application de la loi cadre sur la fiscalité par le prochain gouvernement, restez avec nous. Bienvenue à tous. J'ai donc le plaisir d'accueillir depuis Marrakech Mohamedi Rachdi Liaqoubi, président du Cercle des fiscalistes du Maroc. Bonsoir Mohamedi Rachdi Liaqoubi, merci d'être avec nous. Bonsoir Hadja. Avant de parler du retard, parlons de ces modalités d'immatriculation au registre électronique, donc par voie électronique. Qu'est-ce qui a changé et qu'est-ce que cela change finalement à tout le process? Ce que cela change, c'est qu'on va passer progressivement à l'obligation de la création et de la modification d'entreprises par voie électronique. On ne peut que se réjouir de cette dématérialisation de création d'entreprises tant attendue. Ça veut dire qu'à terme, cette voie en ligne sera l'unique guichet pour créer son entreprise et pour y apporter des modifications. Tous les documents y afférents devront également être déposés via la plateforme ou l'interface informatique créée par l'OMPIC. Et c'est cet organisme-là qui sera désormais le responsable, ou je dirais le guichet unique pour centraliser l'ensemble des démarches administratives. Tous les professionnels concernés par la création d'entreprises, comptables agréés, experts comptables, notaires, auront la main pour intervenir via cette interface. Ils seront habilités à créer ou à modifier des entreprises via la plateforme électronique sans procuration, sauf pour les modifications ultérieures où il est demandé de fournir un mandat du dirigeant de l'entreprise. Le dépôt des documents tels que le certificat négatif, les statuts de la société, le contrat de bail et autres documents composant le dossier de création d'une société, tous ces documents en format papier ne seront plus obligatoires. Ça veut dire que la procédure sera complètement dématérialisée. Le décret qui a été publié et qui concerne la liste des documents à joindre à la déclaration de création d'entreprise est là. Ce décret entre en vigueur normalement 3 mois à compter de la date de sa publication et normalement le démarrage de la création en ligne devrait être le 3 septembre 2021 et là valeur d'aujourd'hui donc cette plateforme n'a pas encore démarré, donc on ne connaît pas les causes de ce retard et j'espère que cette situation va être débloquée rapidement et j'espère qu'on va débloquer cette situation rapidement, c'est mon souhait. Il y a certainement une période de transition qui va permettre aux professionnels et aux usagers de s'habituer à la nouvelle procédure, c'est clair. Il faut aller de l'avant maintenant. Je pense qu'on a perdu beaucoup de temps et il faut accompagner aussi, je dirais, le déploiement par la formation, par la sensibilisation.
Est-ce qu'il y a eu ça justement? Est-ce que vous, en tant que professionnel, vous avez remarqué qu'il y a eu déjà des initiatives d'accompagnement, notamment vers les professionnels qui sont habilités, n'est-ce pas, à utiliser cette plateforme, à savoir les notaires, les experts comptables, comme vous les avez cités tout à l'heure? Est-ce qu'il y a déjà eu une initiative d'accompagnement? S'il y a eu déjà une initiative, puisqu'il y a eu des réunions sous forme de focus group avec l'OMPIC, il y en a eu plusieurs, des réunions qui ont été organisées dans plusieurs villes, et ils ont concerné une bonne partie des professionnels, mais ce n'est pas suffisant, parce que maintenant, je dirais, le déploiement effectif va nécessiter certainement, je dirais, plus d'accompagnement, plus de formation. Il faudrait peut-être aussi mettre en place, je pense que ça va être le cas, donc une assistance, je dirais, via des centres d'appel dédiés qui permettent d'accompagner, je dirais, cette dématérialisation. Il faudrait essayer aussi de réfléchir à une décentralisation, je dirais, de cette prestation d'accompagnement pour qu'elle puisse s'effectuer aussi au niveau régional pour résoudre avec je dirais, célérité les éventuels problèmes qui peuvent surgir au niveau de l'utilisation de la plateforme électronique. C'est sûr qu'il va y avoir des problèmes au départ, mais il faudrait juste un accompagnement adéquat pour permettre la résolution des problèmes qui peuvent se poser au fur et à mesure. Au-delà de ces challenges, de ces freins pour la création d'entreprises, eh bien, celle-ci ne connaît pas la crise, puisque selon l'OMPIC, l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale, quelques 82 797 certificats négatifs ont été délivrés à la fin juillet. Donc, malgré cette crise liée à la Covid-19, eh bien, ce chiffre est en augmentation annuelle de quelques 46% par rapport à il y a un an. Alors, du coup, c'est une bonne nouvelle, Mohamed Rachdi Yacoubi, cette création, ce nombre d'entreprises créées au Maroc cette dernière année. Oui, c'est une bonne nouvelle. Déjà, je vais rajouter juste un petit point avant de revenir pour répondre à votre question. Quand on parle de réformer les formalités de création d'entreprise, on n'y est pas encore, parce que tout ce qu'on est en train de faire, en fait, dans la réalité, c'est une dématérialisation qui ressemble beaucoup plus à la création d'une sorte de compte de messagerie sur Internet, un compte qui est centralisé, qui permet effectivement de faciliter les choses, mais jusqu'à maintenant, on n'est jamais allé vers une analyse critique de la procédure pour réformer les formalités de création d'entreprise. Donc, les formalités sont ce qu'elles sont depuis 20 ou 30 ans, donc ils n'ont pas changé. Et je pense qu'il est temps de regarder cela aussi. Parce que je trouve quand même anormal, par exemple, de clôturer la création d'une entreprise avec 5 identifiants, ce qui est anormal. On a mis en place récemment l'identifiant commun d'entreprise, l'ICE, qui devrait être un identifiant unique. Et là, au final, donc, on le rajoute aux 4 identifiants qui existaient déjà. Et c'est ce qui fait qu'on doit accompagner à chaque fois les documents sociaux, factures, devis, etc., par ces 4 identifiants. Et je trouve cela un petit peu lourd au niveau je pense qu'il est temps de réformer cela aussi et d'essayer d'alléger le processus de création d'entreprise avec une analyse critique des modalités de création d'une personne physique, d'une personne morale. Donc voilà. Pour revenir à votre question par rapport à ce bond significatif qui est constaté au niveau des créations d'entreprises, selon le dernier communiqué de l'OMPIC, c'est vrai que c'est une augmentation significative, mais c'est une augmentation qui est calculée par rapport à une période pandémique. Si on devrait effectivement analyser l'évolution de la création d'entreprises, il faudrait faire cela, je dirais, sur les 3 ou les 4 dernières années pour voir effectivement s'il y a une amélioration ou non. Ceci étant, il faut dire aussi qu'on a constaté que beaucoup de créations d'entreprises ont été effectuées dans le cadre aussi des financements préférentiels qui ont été mis en place, notamment Intelaqa. Donc il y a eu, je dirais, cette formule de financement qui est préférentielle qui a boosté aussi les créations d'entreprises. Et quand on parle de création d'entreprises, et notamment ces statistiques publiées par l'OMPIC, en fait, le nombre en question ne comprend pas certaines entreprises, et notamment les personnes physiques, qui ne nécessitent pas l'inscription au registre de commerce.
Il s'agit, par exemple, des professions libérales qui ne nécessitent pas une inscription du registre de commerce. Ça veut dire qu'on peut créer son entreprise juste avec l'inscription à la taxe professionnelle et à l'identifiant fiscal et pas besoin d'aller jusqu'au registre de commerce. Ça veut dire qu'en fait, il y en aurait plus. Ce chiffre, il ne représente pas réellement le nombre d'entreprises créées en un an. C'est ça, exactement. Et surtout pour la partie entreprise individuelle ou entreprise personne physique, parce que ces entreprises peuvent se créer au niveau de l'administration des impôts avec uniquement la patente et l'identifiant fiscal, mais sans aller au bout de la chaîne pour faire une inscription au registre de commerce. Et je pense que la création en ligne, si cette création deviendra obligatoire après une période transitoire, elle permettra d'éviter, je dirais, cette dissonance au niveau des statistiques entre l'administration fiscale et le registre de commerce. Très bien. Bon, alors, parlons d'autre chose, justement. On parle création d'entreprises, mais on parle aussi de mortalité d'entreprise ou ce que l'on appelle aussi les entreprises cadavres, en mettant ça là, bien sûr, entre guillemets. Il y a aussi une augmentation de ces entreprises-là, bien sûr, à cause des effets de cette crise sur le tissu entrepreneurial. Oui, effectivement. Quand on nous parle de création d'entreprise, il faut nous parler aussi des radiations aussi, des liquidations, des dissolutions anticipées des radiations. Parce qu'il faudrait analyser le flux en termes d'entrants et de sortants. Et très souvent, donc, on n'a pas de statistiques précises sur les dissolutions anticipées et la radiation. Il y en a eu certainement à cause de ce contexte pandémique. Maintenant, il faudrait préciser aussi qu'au Maroc, on n'effectue pas beaucoup de dissolutions anticipées de radiation pour des raisons multiples. D'abord, la procédure de liquidation d'entreprise est une procédure qui est relativement compliquée. Il faudrait penser aussi à l'alléger. C'est une procédure qui est coûteuse et la plupart des chefs d'entreprise, bien que leur entreprise ne marche pas, donc n'a plus d'activité, ne réalise plus de chiffre d'affaires, et il y en a qui préfèrent quand même garder leur entreprise pour éviter cette procédure compliquée ou coûteuse. Des fois aussi, il y en a qui préfèrent garder leur entreprise pour éviter un contrôle fiscal parce que la radiation d'une société, c'est un événement qui peut aussi déclencher un contrôle fiscal. Et il y en a qui préfèrent retarder cela de 4 années qui correspondent à la période de prescription de manière à éviter un contrôle fiscal. Et c'est ce qui fait qu'on se retrouve avec, je dirais, un nombre très important d'entreprises qui n'ont aucune activité, voire même des entreprises dont les gérants ont disparu dans la nature. Et c'est des entreprises qui continuent d'exister avec aucune activité. C'est ce qu'on appelle justement les entreprises cadavres. C'est des entreprises pour lesquelles l'administration fiscale va continuer à éditer chaque année la taxe professionnelle. Je dirais même qu'il y a un coût lié à la gestion de ces entreprises-là, sur le plan de l'édition de leurs impôts, sur le plan de leur recouvrement, et même au niveau des perceptions, quand on cherche à recouvrer l'impôt, il n'y a rien à recouvrer, puisque ces entreprises, ce sont effectivement des entreprises cadavres. Et c'est une problématique qu'il faudrait, il faut peut-être penser à une solution. Je ne sais pas, peut-être que l'administration fiscale pourrait peut-être réfléchir à une sorte de contribution libératoire qui permet de pousser les chefs d'entreprise à liquider leur société moyennant un paiement d'une imposition, je dirais, préférentielle, encourageante, et qui permet d'alléger les fichiers de l'administration d'une façon générale. Et puis, le danger aussi de ces entreprises cadavres, parce que à chaque fois que vous avez des entreprises qui sont insolvables, c'est des entreprises qui présentent un risque, qui présentent un risque pour les fournisseurs, pour les banques, pour l'administration fiscale, parce que ce sont des entreprises qui peuvent réaliser des opérations, mais qui peuvent, je dirais, avoir pour conséquence des impayés, des procédures judiciaires, etc.
Très bien. Alors, autre nouveauté, domiciliation des entreprises. L'arsenal juridique lié donc à cette domiciliation de l'entreprise est complet et surtout opérationnel. Qu'est-ce qu'il faut savoir sur cette nouvelle loi, Mohamed El Rajdi Yacoubi? Quels sont les changements? Comment se préparer ou mieux se préparer à la mise en place de cette nouvelle loi sur la domiciliation d'entreprise? La domiciliation est liée à la création d'entreprise. Donc, il est clair que le démarrage de l'entreprise reste tributaire de la disponibilité du local, surtout qu'on a du mal à trouver un bail professionnel ou un bail commercial pour élire domicile pour son entreprise. Et c'est ce qui fait que la domiciliation d'entreprise est une solution provisoire, pérenne dans certains cas. Mais surtout maintenant, on a, je dirais, un cadre qui est réglementé pour cette domiciliation. La loi réglera un casse-tête auquel les créateurs d'entreprises étaient souvent confrontés, à savoir l'absence, je dirais, de ce cadre réglementaire qui permet de gérer les problèmes qui peuvent surgir et qui peuvent être liés à la domiciliation, notamment la problématique aussi de la responsabilité fiscale des domiciliants. Donc, outre, je dirais, la reconnaissance officielle de l'activité, le gouvernement a enfin trouvé la parade pour régler ce problème de solidarité fiscale. Et maintenant, sous certaines conditions, le domiciliant n'est pas responsable des dettes fiscales qui peuvent être celle du domicilié. Et c'est vrai que cette problématique a constitué pendant plusieurs années une sorte de pierre d'achoppement de la réforme. Et maintenant, avec cette nouvelle loi, certainement, cela va booster cette activité de domiciliation, notamment au niveau des centres d'affaires. Et c'est vrai que la domiciliation est un levier important de la création d'entreprises. Comme je l'avais souligné lors d'une dernière émission sur les domiciliations d'entreprises, il faudrait regarder ce qui se passe dans d'autres pays. Vous pouvez avoir des cabinets comptables ou des centres d'affaires qui peuvent des fois domicilier 3 000 ou 4 000 entreprises dans le même local. Vous voyez le levier que peut représenter cette facilité qui est offerte aux créateurs d'entreprises. Et puis, il y a certaines activités qui n'ont pas besoin nécessairement d'avoir un siège pignon sur rue. Il y en a qui ont besoin juste d'une domiciliation, d'une sorte de boîte à lettres. Ils vont fonctionner, ils vont créer de l'emploi, ils vont payer leurs impôts. Voilà, donc il y a même des activités où vous avez le chef d'entreprise ou ses collaborateurs qui vont se déplacer chez la clientèle. Donc, ils n'ont pas besoin vraiment d'un local. Je ne sais pas, ça peut être une entreprise de jardinage qui s'occupe de l'entretien des jardins d'hôtels et complexes touristiques. Donc, c'est l'entreprise qui va vers la clientèle. Donc, et personne ne vient au siège de l'entreprise. Et vous pouvez avoir plusieurs types d'activités comme ça, ou alors ça peut être une personne qui fait de la coiffure et de l'esthétique et qui se déplace à domicile voilà. Donc, elle n'a pas besoin aussi de siège pour son entreprise. Une domiciliation peut très bien faire l'affaire et peut même l'aider au niveau de son business de démarrage parce qu'elle permet d'alléger les frais de fonctionnement de démarrage. Donc cette loi sur la domiciliation des entreprises est donc opérationnelle. Autre loi très attendue pour cette rentrée du prochain gouvernement, alors que maintenant nous connaissons la coalition gouvernementale composée bien sûr des trois partis sortis gagnants, à savoir le RNI, le PAM et le Stiqlal. Donc cette coalition gouvernementale a du pain sur la planche, il faut le dire, et notamment puisqu'aujourd'hui nous parlons entreprise sur le volet fiscal. Qu'attendons nous du prochain exécutif, du prochain gouvernement composé donc de cette coalition, Mohamed El Rajdi Yacoubi, pour implémenter cette loi cadre sur la fiscalité, grande réforme dans le domaine fiscal dans notre pays? Déjà, cette loi de programmation fiscale, on l'a attendue depuis longtemps, donc depuis les dernières assises de la fiscalité c'est l'output le plus important justement de ces assises, c'est cette loi cadre qui permet de formuler en quelque sorte une stratégie fiscale du Maroc à moyen terme. Donc c'est une loi de programmation fiscale sur les 5 premières années. Ça veut dire que c'est une loi qui va influencer
les prochaines lois de finances avec une application par dose progressive, je dirais, du contenu de cette loi cadre. Donc c'est un engagement en quelque sorte du gouvernement qui définit les principales orientations sur le plan fiscal. Cette loi donc, qui est appelée 69-19, je dirais, est intéressante parce qu'elle donne une idée sur la réforme du système fiscal national. Elle permet aussi d'identifier les mesures nécessaires pour accompagner sa mise en œuvre d'une façon progressive, et ce en fonction des priorités nationales, en fonction aussi je dirais, de la conformité internationale, parce qu'on est contraint aussi d'en tenir compte. Et il s'agit d'une sorte de planification graduelle de la fiscalité. Ceci étant, comme on peut le constater, nous avons un système fiscal qui a une sorte, qui est en quelque sorte instable depuis quelques années. Il le sera encore sur les prochaines années, ce qui n'est pas une bonne chose. Parce que les investisseurs ont besoin d'une plus de visibilité quand ils vont établir. Quand vous dites instable, je me permets de vous interrompre juste comme ça, on explique davantage cette instabilité à nos téléspectateurs. Quand on dit instable, ça veut dire que le système fiscal peut changer d'une année fiscale, ou plutôt d'un PLF, d'une loi de finances à une autre. C'est de cette instabilité dont vous parlez. C'est ça, exactement. Ça veut dire que d'une année à l'autre, vous pouvez avoir un changement du taux de l'impôt sur les sociétés, de l'impôt de l'IR par exemple. Et si vous avez des entreprises qui ont établi leur business plan sur la base d'un taux de l'IS, si vous le modifiez à chaque fois, donc vous modifiez aussi leur prévisionnel, ce qui n'est pas très rassurant pour les investisseurs. Donc les investisseurs ont besoin plus de cette stabilité du système fiscal pour avoir une visibilité à moyen terme. Et c'est vrai que durant les 3 dernières années, il y a eu beaucoup de changements. Il y en aura certainement avec cette loi de programmation fiscale. Et j'espère que le système donc, sera stabilisé rapidement. Ceci étant, on constate que même après les dernières assises de la fiscalité, on constate qu'il y a des mesures que je peux considérer comme contradictoires par rapport aux recommandations des dernières assises sur la fiscalité. Par exemple, quand on a mis en place des taux d'imposition libératoires pour les revenus locatifs, maintenant les revenus locatifs sont assujettis à des taux libératoires qui sont soit de 10 ou de 15%. 10% si vous avez des revenus locatifs inférieurs à 120 000 dirhams et 15% au-delà de 120 000 dirhams. Ce genre de taux libératoire constitue un problème parce qu'ils ne vont pas nous permettre d'aller vers une équité fiscale qui est, je dirais aussi, une des recommandations phares, je dirais, des dernières assises sur la fiscalité, je dirais, un des axes aussi phares de la loi cadre 79-19. Je vais expliquer de quoi il s'agit. Si vous prenez par exemple un salarié qui a par exemple je ne sais pas, un salaire de 30 000 dirhams par mois, ce dernier va être imposé à la tranche supérieure de l'IA qui est de 38%. Et si vous prenez une autre personne qui a le même revenu mais sous forme de loyer, cette personne va être assujettie à un taux d'imposition de seulement 15%. 15, oui. Et ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal parce qu'on doit être assujetti à des niveaux de fiscalité qui sont proches. Maintenant, on s'oriente malheureusement vers ce qu'on appelle une fiscalité qui est cédulaire. Donc, où vous avez une certaine segmentation en quelque sorte qui produit une inéquité fiscale. Ce n'est pas seulement le cas juste des revenus locatifs, c'est le cas aussi de d'autres, par exemple de l'imposition des plus-values sur la cession des parts sociales et des actions, qui est à 20% et c'est un taux libératoire. C'est le cas aussi de l'imposition des dividendes. C'est le cas aussi de l'imposition sur la plus-value des profits immobiliers quand vous cédez un terrain ou une maison. Donc vous pensez qu'on doit s'atteler à cela, le prochain gouvernement doit s'atteler à cela rapidement, Mohamed Rajdili Yacoubi, pour clore cette discussion. Il faut s'atteler à cette inéquité sociale, en fait à la base, la source de cette inéquité sociale au Maroc, plutôt fiscale, pardon. Oui, je pense que partout dans le monde, il faut consacrer le revenu global en tant que base d'imposition. Ça veut dire que dans tous les cas, même si vous pouvez bénéficier d'un taux de fiscalisation qui est plus faible, il faudrait à la fin de l'année
faire un réajustement sur le barème de l'IR et qui est un barème qui doit s'appliquer à tout le monde. Très bien. Il faudrait éviter ces taux libératoires parce que ces taux libératoires, effectivement, ils sont à l'encontre même de l'équité fiscale. Parfait. Et puis, deuxième point qui est important, c'est celui de la réforme du barème de l'IR. On a certainement, depuis quelques années, on a réduit le taux de l'IS. On a introduit aussi le barème progressif. Vous avez un taux de l'IS qui est de 10% jusqu'à 300 000 dirhams, 20% donc entre 300 000 et 1 million de dirhams. Mais on n'a pas touché le barème de l'IR depuis longtemps. Et avoir une imposition aujourd'hui de 38% sur les salaires est un taux d'imposition qui est très élevé quand on le compare par rapport à d'autres pays. Parce qu'il y a une tendance à la baisse des taux d'imposition un peu partout dans le monde. Et il faudrait aussi que notre gouvernement aille dans ce sens-là pour s'attaquer à cette question liée à la réforme du barème de l'impôt sur le revenu. Hamadi Rajdi Yaqoubi, président du Cercle des fiscalistes du Maroc, merci d'avoir répondu à nos questions ce soir. C'est moi qui vous remercie. Voilà, c'est la fin de Question Éco. Très bonne soirée.